Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grâce à un dossier tripartite solide avec nos voisins ibériques, le Mondial 2030 promet d'être une édition remarquable, historique et mémorable même. Il se jouera en Afrique et en Europe avec 3 matchs en Amérique du Sud. Belle consécration des valeurs prônées de tout temps par le sport, par le football plus exactement, et par sa veine fédératrice. Également à la une, les travaux du médecine médicale Afrique du Nord, péninsule ibérique sur la médecine de la douleur. Cela se passe à Marrakech avec la participation d'éminents professeurs et spécialistes d'ici et d'ailleurs. L'accent est principalement mis sur les thérapies interventionnelles mini-invasives dans la prise en charge de la douleur face à des pathologies sévères. Et Jadida se prépare pour abriter la 14e édition du Salon du Cheval. C'est dans 10 jours exactement. Les choses avancent à grande vitesse pour réussir cette nouvelle édition. Elle mettra principalement en avant le rôle du cheval dans le développement durable. Bonsoir, Marrakech est fin prête pour abriter les assemblées annuelles FMI et Banque mondiale. Les délégations officielles qui vont prendre part à cet événement mondial d'envergure atterrissent depuis hier déjà à Marrakech. L'événement est l'occasion de débattre des défis économiques, financiers dans un monde marqué par des crises politiques et climatiques également. L'occasion aussi pour la communauté internationale de se concentrer sur les défis croissants auxquels est confronté le continent africain, notamment la sécurité alimentaire et énergétique et l'accès au financement. L'événement est également l'occasion de mettre en avant l'immense diversité, le dynamisme et le potentiel économique du Maroc. Le Mondial 2030, l'édition de tous les rêves devenus réalité, mais aussi l'édition de tous les symboles et de toutes les symboliques, organisée conjointement chez nous, en Espagne et au Portugal, avec 3 matchs en Argentine, en Uruguay et en Paraguay. L'édition s'annonce rassembleuse et fédératrice et chargée de messages humanistes. Un mondial qui passionne d'ores et déjà et qui fait le bonheur de tous. Maria Awad pour le commentaire. Mabrouk al-Maghrib. Acclamations générales et ovations accompagnent les vœux de félicitations du président de la FIFA, Gianni Infantino, envers le Maroc, vaillant et conquérant, l'Espagne, l'heureux vainqueur de la Coupe du Monde 2010 et le Portugal légendaire pour l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Unique en son genre, historique, exceptionnelle, la Coupe du Monde de football se jouera sur 3 continents, avec pour maxime universelle la paix, la tolérance et l'inclusion de tous. Le football et ses valeurs de fraternité et de paix se muent en un véritable instrument de cohésion nationale et internationale, glorifié par la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et cet événement est le couronnement d'une politique de développement menée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste depuis plus de 2 décennies. C'est la traduction d'une vision stratégique royale. Aujourd'hui, on est appelé à doubler les efforts, aller vers l'avant pour effectivement réussir la meilleure Coupe du Monde que l'histoire n'a jamais connue. Rayonnant, habile, fort de ses acquis passés et téméraire, le Maroc de demain se construit jour après jour avec la foi et l'engagement de tout un peuple fidèle à son souverain et à sa diplomatie sportive audacieuse. Le football n'est pas uniquement du divertissement, c'est un vecteur de développement socio-économique pour tous les pays qui organisent ce genre d'événements. Si tous les feux de projecteurs sont braqués en ce moment même sur le Maroc, c'est parce que le Royaume organisera consécutivement et la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde 5 ans plus tard. Tout un challenge nous attend. Un défi de taille que le pays saura relever. Un premier rendez-vous attendu dans un peu plus d'1 an avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans le Royaume. Première puissance sportive africaine, le Maroc continuera son ascension jusqu'en 2030, aidé de toute la grande famille africaine. Organiser une Coupe du Monde, c'est tout un défi pour le pays organisateur. Et la FIFA ne veut pas que ce soit un fardeau à porter. Bien au contraire, elle souhaite que cela soit une richesse, une manière de créer une dynamique sociale et économique favorable à tout un chacun.
Désormais hissé au rang de grande nation du football, le Maroc est dorénavant le pays de tous les possibles. Une nation persévérante, guidée par une vision royale stratégique et par le sérieux de tout un peuple et de sa jeunesse. Tous ont à cœur d'asseoir la légitimité du royaume sur le toit du monde. Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Casablanca le journaliste sportif Lino Bako. Monsieur Bako, bonsoir. Abriter le mondial est un rêve que le Maroc caresse depuis 1994 déjà. C'est-à-dire presque 30 ans. Monsieur Lino Bako, 5 tentatives, il a fallu s'y accrocher, y croire et surtout travailler avec sérieux et engagement pour que la 6e tentative aboutisse enfin avec succès. Vous qui avez été au cœur de toutes ces étapes de par votre métier de journaliste sportif, Monsieur Lino Bako, quel regard portez-vous sur tout ce cheminement et quels souvenirs surtout vous en gardez? Racontez-nous. Oui, bonsoir Nisrine. Vous faites bien, vous avez parlé de rêve. Et c'est un rêve. La plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un, à un passionné de football, c'est de voir son pays organiser une Coupe du Monde de football. C'est un rêve, c'est faire ce rêve. Et finalement, ce rêve est réalisé depuis quelques jours. Donc, on sait que le Maroc organisera l'édition 2030 en co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. L'édition du centenaire, la 23e édition, voilà, donc de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai, nous avons été candidats plusieurs fois. Est-ce que on avait vraiment réuni tous les atouts pour pouvoir décrocher l'organisation? Je ne suis pas certain. Moi-même, j'ai partie prenante, j'ai participé à un dossier et je dois vous dire que parfois, on avait même des blocages qui se faisaient. Et donc, comme par exemple une lettre qui devait être signée, la veille du dépôt, on n'avait pas encore une lettre qui devait être signée. Voilà, donc c'est pour vous dire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette candidature, d'abord, nous avons montré au monde entier que nous sommes un pays de football, hein, avec les succès. Sans compter l'excellente prestation du 11 national au Qatar, je veux parler des clubs marocains, je veux parler de la réalisation du complexe Mohamed VI à la Mamora. Voilà, donc, et l'organisation de plusieurs événements sportifs au Maroc. C'est vrai que... avec succès. Ce qui nous a permis d'avoir un dossier en béton qui a permis absolument. Finalement et puis, au Maroc de toute façon, le Maroc absolument. Et puis le Maroc de tout temps a répondu présent. Parce que non seulement sur le plan sportif, mais surtout sur tous les plans. J'en veux pour témoignage l'organisation des journées du GATT, par exemple, l'Uruguay Round en 94, la COP 22, ces jours-ci, comme vous disiez tout à l'heure dans un sujet... les assemblées, Fonds monétaire international, Banque mondiale, c'est après-demain, lundi. La Banque mondiale, c'est-à-dire que Voilà. Et donc ça veut dire que les institutions mondiales font confiance au Maroc. Et ils savent très bien que le Maroc peut organiser ce genre de manifestation. Voilà, donc... Monsieur Bako... Je pense que ce n'est pas une surprise. Le seul fait, c'est que au lieu d'attendre un an, hein, ben on a eu l'attribution un an avant et voilà, ça nous permettra de travailler davantage, hein, un an de plus pour travailler. Et d'épargner aussi les charges financières inhérentes à la préparation du dossier de promotion. Monsieur Lino Bako, pour ce mondial 2030, on parle de 48 équipes et de 104 matchs. Et si l'on élimine les 3 qui seront joués de manière symbolique en Amérique du Sud, à commencer par l'Uruguay, là où tout a commencé en 1930, l'Uruguay, pays organisateur et vainqueur aussi de ce match inaugural du mondial 1930, mais aussi l'Argentine, pays finaliste, et aussi le Paraguay, pays qui abritait à l'époque le siège de la CONMEBOL, seule confédération footballistique à l'époque. Il nous reste alors, si on fait le calcul, 101 matchs à répartir clairement à part égale entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Comment vous, selon votre regard d'experts, de journalistes sportifs, comment vous imaginez le modus operandi du dispatching des matchs, surtout les plus importants, ouverture, demi-finale et finale, monsieur Lino Bako? Selon quelles règles déjà, et quand est-ce que l'on le saura?
Nisrine, alors, vous faites bien déjà de parler de répartition équitable, c'est-à-dire il y a une centaine de matchs, donc 33 matchs chacun, hein, ça me va très bien. Mais moi, ce que je veux en tant que Marocain, c'est la finale au Maroc. Après, le match d'ouverture, qu'il soit en Amérique du Sud, peu importe. L'important pour le Maroc, c'est d'organiser la finale. Pourquoi le Maroc d'organiser la finale? Parce qu'en un siècle de football, en 100 ans de football, l'Afrique n'a organisé qu'une seule finale, en 2010, à Johannesburg. Et moi, je pense qu'il est temps pour l'Afrique, hein, d'avoir pour la seconde fois, hein, en un siècle, avoir l'organisation d'une finale de Coupe du Monde. Et moi, je suis persuadé que le Maroc, ça sera peut-être dur, hein, mais je fais confiance au président Larcha, justement, lorsqu'il va se réunir avec ses pairs et qui vont discuter, justement. Je pense qu'il va défendre chaudement la participation du Maroc. Justement, M. Larcha, qui a déjà émis ce souhait dans ce sens, il est clair qu'il défendra ce souhait pour aller jusqu'au bout. Il faut dire en tout cas que le rêve est permis, M. Lino Bako. Avec le mondial, les Qataris, là on va parler d'un autre rêve. Nous avons vécu justement un autre beau rêve, Lino Bako, celui de voir les Lions de l'Atlas honorablement défendre les couleurs nationales en arrivant en demi-finale. Une performance historique portée par Walid Regragui, un coach fédérateur, et des jeunes qui ont tout donné sur le terrain. On verra certainement peu malheureusement d'entre eux au mondial 2030, c'est dans 7 ans. Que pouvez-vous nous dire sur les préparations de la nouvelle génération, M. Lino Bako? Parce que désormais, tous les rêves sont permis. On veut aussi faire un beau parcours pendant ce mondial. Pourquoi pas aller en finale? C'est dans 7 ans, mais cela se prépare dès maintenant. C'est cela, finalement. Absolument, c'est vrai. Et bon, c'est vrai que des joueurs comme Bono, comme Agard ou comme Saïs, ils seront ultra trentenaires. Ils auront entre 36 et 39 ans. Même Amrabat aura 32-33 ans. Donc c'est vrai que... mais il y a tous ces jeunes qui arrivent. Hein. Il y a Ounahi, voilà, il y a pas mal de jeunes qui arrivent. Il y a cette équipe qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, hein, à Paris. Et c'est l'équipe nationale de l'avenir. Hein. Donc, bon, il est vrai que à la prochaine CAN en 2020, l'année prochaine en Côte d'Ivoire, Walid ne va pas bouleverser l'équipe. Hein. Il fera encore confiance au bloc qatari, hein, entre guillemets. Donc, après, en incluant, je dirais, avec parcimonie, quelques jeunes par-ci, par-là. Et après, il y aura 2 étapes importantes. D'ici 2030, il y a évidemment les 2 CAN, hein, celle que nous allons organiser en 2025. L'année prochaine, la 2023. Et après, il est sûr qu'à partir de 2025, 5 ans avant la Coupe du Monde, on aura déjà plus ou moins une idée de ceux qui joueront la prochaine Coupe du Monde. Il y a des joueurs comme Zalzouli et tout ça, tous ces joueurs qui ont aujourd'hui entre 18 et 20 ans, évidemment, on devrait les retrouver. Akhanos, voilà, Zalzouli et tout ça, voilà, on devrait les retrouver justement en 2030. Très bien, Monsieur Lino Bako. Quid cette fois-ci des retombées économiques et touristiques positives auxquelles on peut s'attendre de ce grand événement, cette grand-messe planétaire de football? Ben c'est énorme. On n'a pas idée de ce que peut faire l'impact que peut avoir une Coupe du Monde sur un pays, sur le PIB, hein, sur la croissance. Il y a des pays, la France en 98 par exemple, la croissance a augmenté de 6 points. C'est énorme. Les années glorieuses de la France. Une croissance qui augmente de 6 points, c'est énorme. Pardon ? C'était les années glorieuses de la France, et pareil en Espagne et même en Amérique du Sud. Oui, en 98. Et ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il y a beaucoup d'argent à investir. Hein. Là, on parle à peu près une quinzaine de milliards de dollars. Mais après, il y a des retombées extraordinaires. Il y a la création d'emplois. Nous, pour ce qui nous concerne, nous, le Maroc, il y a la création d'emplois. Il y a des secteurs qui vont exploser, comme le BTP, la production de ciment, la production de fer à béton, le flux de touristes qu'il va falloir gérer. Et pas seulement, Nisrine, pas seulement pour le 2030. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous voyez une compétition à la télévision, vous vous dites, ah, j'ai pas pu aller au Maroc, mais je vais aller l'été prochain. Et moi, ça m'arrive personnellement
de voir une manifestation ou une Coupe du Monde de volleyball et de ne pas pouvoir y aller, dire tiens l'année prochaine j'aimerais bien aller aux Philippines, voilà, par exemple. Voilà, donc vous avez toutes ces retombées-là. Sur les télécoms aussi. C'est une manne extraordinaire qui, non seulement sur les pays organisateurs, mais sur tous les pays. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des achats de télé qui se font. Les gens sortent, ils vont au restaurant, ils vont au café. Et ici, ça sera la même chose. Voilà, donc on n'est pas conscient de la manne financière. Bien sûr qu'au début, il faut miser, mais après, vous avez une manne financière qui retombe sur le pays. Il y aura certainement un retour sur investissement et un boom économique, Monsieur Lino Bako. Monsieur Bako, Sa Majesté le roi Mohamed VI a désigné Monsieur Fawzi El-Kja, président de la Fédération royale marocaine de football, président du comité en charge de ce dossier tripartite, organisation du Mondial 2030, Maroc, Espagne, Portugal. À quoi ressemblera dans les prochains jours l'agenda de Monsieur El-Kja pour justement avancer dans les préparatifs de ce qui suivra en fait? Très chargé. Et d'abord, moi, je voudrais dire, c'est the right man in the right place. Ce que disaient les Toscans, le condottiere. Dans toute entreprise, il faut quelqu'un, il faut le guide. Il faut quelqu'un qui prenne le guide et qui mène ses troupes à la réussite. Le leader. Et là, on a l'homme parfait pour justement atteindre son objectif. Évidemment, son agenda, il sera plein. Il sera super plein. D'abord en tant que commis de l'État, hein, donc, et en plus avec cette charge de président, ce qu'on appelle le COL, le comité d'organisation locale. Donc il est vrai qu'il va, peut-être qu'il va dormir un peu moins, probablement. Mais le connaissant, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui n'a pas peur du travail. Le travail ne lui fait pas peur. Il sait guider ses collaborateurs, il sait prendre les décisions comme il faut rapidement, sans tergiverser. Est-ce que nous avons une idée sur Monsieur Lino Bako, une idée sur l'échéancier en fait, sur les prochains meetings ou alors les prochains rassemblements, les réunions dans ce sens, bien sûr, avec la FIFA? Ou alors ça va se préciser dans les jours à venir? Très rapidement, il devrait y avoir des réunions. Mais après, ce sont des réunions qui seront pratiques, je dirais presque hebdomadaires. Hein. Il y aura un fil rouge direct, c'est-à-dire que voilà, avant les comités d'organisation faisaient tout le boulot à Zurich, au siège de la fédération. Maintenant non, maintenant les comités d'organisation sont beaucoup plus indépendants, ils travaillent sur place. Donc nous allons travailler sur place au Maroc, les Espagnols chez eux, les Portugais la même chose. Et après bon, il y a des concertations qui se font régulièrement, hein. Je dirais presque quotidiennement, avec des points qui vont se faire toutes les semaines et des points généraux ensuite tous les mois, etc. Donc c'est un travail de concert, hein. Où on avance, les trois pays avancent la main dans la main. Et on en saura clairement un peu plus, surtout sur l'organisation, le dispatching des matchs, en espérant avoir notre finale ici au Maroc, à Casablanca, la mythique Ville Blanche. Lino Bako, journaliste sportif, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le Royaume du Maroc exprime sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils, d'où qu'ils soient. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc qui n'a eu de cesse de mettre en garde contre les répercussions du blocage politique sur la paix dans la région et contre les risques de l'aggravation des tensions qui en résultent, appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violence et à un retour à l'apaisement, c'est cela, tout en évitant toutes les formes d'escalade pouvant saper les chances de la paix dans la région. Le Royaume du Maroc, dont le souverain Sa Majesté le roi Mohamed VI préside, le comité Al-Quds souligne que le dialogue et les négociations demeurent la seule voie pour parvenir à une solution globale et durable à la question palestinienne sur la base des résolutions de la légalité internationale et du principe des deux États tel que convenu au niveau international, conclut le communiqué. Et justement, sur le terrain, la situation est très tendue après le déclenchement de l'offensive militaire surprise du Hamas qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et qui a aussi capturé plusieurs Israéliens.
À l'heure actuelle, le bilan des morts de part et d'autre dépasse plusieurs dizaines et les blessés aussi se comptent par centaines. La communauté internationale lance des appels incessants à un cessez-le-feu immédiat pour rétablir la paix et le calme dans la région. Un avion s'est écrasé à l'est de l'Australie, faisant des dizaines de morts. Les services d'urgence se sont dépêchés sur les lieux de l'accident qui s'est produit à Gwandarrow, à 35 km de Canberra. Selon les autorités locales, il n'y aurait malheureusement aucun survivant à la suite de cette collision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce crash. L'Espagne a lancé aujourd'hui sa première fusée privée depuis l'Andalousie, ce qui représente, c'est cela, une étape importante pour le pays qui entend devenir l'une des nations spatiales. La PLD Space a lancé sa petite fusée depuis une base militaire de la province de Huelva en Andalousie. Ce tir inaugural, retransmis en direct, comme vous le voyez sur le site, s'est déroulé avec succès et il a atteint surtout tous les objectifs techniques escomptés. Retour chez nous, dossier santé pour commencer. C'est un rendez-vous scientifique d'une importance capitale. Je vous parle du Meeting médical Afrique du Nord, péninsule ibérique, événement d'envergure portant sur la question de la prise en charge interventionnelle de la douleur. Le Meeting se déroule à Marrakech avec la participation d'éminents professeurs et d'experts nationaux et internationaux, et cela pour un meilleur partage de savoir-faire et d'expertise en la matière. Il est organisé par l'Académie marocaine de la douleur et des soins palliatifs en partenariat avec l'Académie mondiale de la médecine de la douleur. Soumia Belayachi, Mohamed Hassan Meskour, avec un commentaire signé Maria Arouet. Lombalgie, dorsalgie, cervicalgie et névralgie cervico-brachiale, ou encore les maladies au long cours comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrose, se manifestent le plus souvent par des douleurs invalidantes de la colonne dorsale. Souvent inefficaces, les opioïdes analgésiques n'apparaissent plus dans l'arsenal thérapeutique de première intention des médecins. Moins invasive, la médecine de la douleur est à privilégier en traitement thérapeutique et palliatif des pathologies sévères. Pour débattre de cette nouvelle forme de médecine, un collectif d'experts venus des 4 coins du monde échange leur expertise médicale avec leurs confrères marocains. Ce workshop qui se veut pratique, il réunit les meilleurs experts mondiaux qui viennent des 4 coins du monde pour parler de cette nouvelle spécialité qui est l'antalgie interventionnelle ou ce qu'on appelle en anglais interventional pain. Alors cette nouvelle spécialité, elle inclut toutes les spécialités médicales. Échographie, ultrasons, traitement par la chaleur, les soins de la médecine palliative sont aujourd'hui multiples. De quoi apporter un soulagement de longue durée aux patients atteints de pathologies rhumatologiques inflammatoires chroniques. Une avancée médicale devenue le faire-valoir du corps médical et des spécialistes. Je suis venue pour voir, pour faire cet atelier, ce workshop concernant le traitement de la douleur en utilisant l'outil de l'échographie qui nous aide à mieux réaliser nos actes et nos interventions sur le plan douleur pour traiter différentes pathologies douloureuses. Des médecins marocains formés à la prise en charge de la douleur, une avancée médicale qui promet aux patients une meilleure qualité de vie et des soins personnalisés en fonction des besoins de chacun. Nous avons remarqué la grande évolution de la pratique de cette médecine chez les spécialistes de la douleur et de la médecine physique. Ces derniers ont suivi des formations accélérées dans ce domaine. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec nos confrères marocains et d'échanger tous ensemble. C'est important de transmettre notre expertise aux autres spécialistes marocains afin de les amener à être plus précis dans leur intervention. C'est un travail commun adapté aux besoins des patients. Sur spécialité médicale, la médecine de la douleur,
où Algologie s'invite au Maroc pour une meilleure prise en charge des patients atteints de douleurs chroniques. Plus qu'un simple outil de confort, les soins palliatifs apportent une meilleure qualité de vie, aussi bien sur le point physique que psychologique. La coopération énergétique et l'expertise du Maroc en la matière mise en avant aujourd'hui au Centre Hassan II des rencontres internationales d'Asséla, et cela dans le cadre de la session d'automne de la 44e édition du Muséum culturel international de la ville. Lors d'un panel intitulé « Les défis de la paix civile dans les pays du Grand Sahara, manifestations, solutions et perspectives », les participants se sont penchés sur l'importance justement d'une coopération interétatique en matière énergétique, et cela pour une meilleure inclusion économique dans la région. Écoutons à ce propos le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratinos. Qui n'était pas toujours dans l'agenda international, mais qui devient de plus en plus important d'aborder. C'est le Grand Sahara, comme une conception globale, où il y a des éléments d'insécurité, il y a des éléments de développement économique et social, il y a des éléments culturels, c'est-à-dire cette grande entité qu'on peut appeler le Grand Sahara, comment il faut la traiter. Et je crois que le moment est venu de réfléchir pour donner à cette région une place importante dans l'agenda international. Nous prenons la direction d'El Jadida à présent, où les préparatifs vont bon train pour la mise en scène de la 14e édition du Salon du Cheval, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cela se déroulera du 17 au 22 de ce mois-ci, le mois d'octobre. Cette nouvelle édition se tient sous le thème « Le cheval et le développement durable ». Sur l'état d'avancement justement des préparatifs, regardons plutôt ce sujet de Dominique Orlando. C'est dans 11 jours que débutera le 14e Salon du Cheval d'El Jadida. Tout est mis en œuvre pour faire de cette édition une réussite sur tous les plans, et ce en particulier pour maintenir toujours constant le développement de la filière équine au Maroc. Car ici, ce sont toutes les régions du royaume qui sont invitées à exposer leur savoir-faire et à honorer ce lien exceptionnel qui unit depuis toujours l'homme et le cheval. Nous assistons aujourd'hui à la préparation des cavaliers venus de toutes les régions du Maroc qui prendront part à ce salon et qui s'y produiront, soit à travers les compétitions de Tborida, soit à travers leurs différents stands d'élevage. Toutes les catégories équines y sont représentées. Beaucoup de pays amis seront également présents. Organisée cette année sous le thème Le cheval et le développement durable, cette édition sera également et effectivement marquée par la participation d'une délégation importante de pays amis, aussi bien au niveau des activités artistiques que sportives. La participation de tous les intervenants devrait être à la hauteur de l'événement, tout comme ce fut le cas lors des éditions précédentes. Ce 14e salon d'El Jadida s'annonce d'emblée comme une grande réussite, ce auquel nous croyons vu l'état d'avancement constaté aujourd'hui sur place. Chaque année, ce sont près de 200 000 visiteurs qui transitent par le salon du cheval d'El Jadida, qui transitent par ses nombreux stands, mais aussi durant toutes les compétitions équestres qui y sont organisées et qui visent à mettre en valeur le haut niveau des cavaliers et des chevaux du royaume. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.